tous et bienvenue sur Au mieux de ta forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute et ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. À travers mes différents épisodes, je vous aide à démêler le vrai du faux en vous partageant mon expérience, des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels et ma vision globale de l'humain et de son environnement. Pourquoi ? Car je pense que c'est en apprenant et en vous redonnant le pouvoir sur votre santé que vous pourrez vivre votre vie pleinement et réaliser ce pourquoi vous êtes là. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans ce podcast, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jérôme. Jérôme, comment tu vas ? Je vais bien, très très bien, merci de me recevoir ici. Bah écoute, c'est un immense plaisir. Jérôme, tu es masseur, mais tu es aussi praticien Genzu. C'est comme ça que je t'ai connu d'ailleurs il y a quelques semaines près de Montpellier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le Genzu ? Alors, pour expliquer ce que c'est le Genzu, il y a plusieurs portes d'entrée possibles. Alors, allez, on peut prendre celle du massage dans un premier temps. C'est un massage qui se fait dans l'eau, un massage aquatique donc dans l'eau chaude, bien que traditionnellement il semblerait que ça se soit fait dans l'eau froide aussi. Donc c'est originaire plutôt du Mexique, le Genzu. Et l'idée, c'est de mettre en mouvement une personne dans l'eau, et cette personne n'est pas mobile de manière volontaire, active. Elle est au repos, immobile, comme sur un massage classique. Et l'idée, c'est qu'elle se laisse porter dans un ensemble de mouvements, un peu, tu vois, comme une algue dans l'océan. Poétiquement, c'est vraiment ça. Et comme on va bouger la personne finalement dans différentes positions, par moment le visage va être immergé, ce qui va impliquer des moments de rétention d'air, tu vois, de petites apnées, et qui participent en fait au côté, j'allais dire, pour moi très innovant de ce soin, d'aller toucher la sphère respiratoire en même temps avec beaucoup de délicatesse, sans qu'il y ait d'ambition de rester très longtemps sous l'eau, tu vois, et tout ça dans un flow continu. Donc l'idée, c'est d'amener progressivement la personne qui reçoit ce soin vers un état de lâcher-prise concret, très doux, très puissant aussi parfois dans ce qui peut se manifester, mais peut-être on va y revenir un peu plus dans le détail. Certainement, parce que c'est vrai que j'ai découvert le Genzu un peu par hasard. J'avais déjà entendu parler du Watsu, mais qui est une pratique complètement différente, qui s'apparente plus au Shiatsu, mais dans l'eau en fait. Et là, c'est vrai qu'on m'avait parlé de cette espèce de danse qui a été inspirée par des pratiques chamaniques mexicaines. Bon, moi, l'an dernier, j'ai passé beaucoup de temps au Mexique aussi. J'ai vécu des cérémonies avec des chamans. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse. Et puis, j'ai un rapport à l'eau qui est vraiment particulier. Enfin, je me sens très bien dans l'eau. Et c'est vrai que quand j'ai expérimenté ça avec toi, j'ai trouvé merveilleux l'état dans lequel j'ai pu être plongée. Parce qu'il y a vraiment ce mélange entre enfin, pour moi, en tout cas, ça a été comme un espèce d'état de conscience modifié où à la fois on est très présent, mais à la fois, par moments, des fois, j'ai vraiment vu comme de la lumière blanche extrêmement intense, puis parfois très très noire, et puis je sentais qu'il se passait des choses dans mon corps qui se libéraient, etc. C'est indescriptible et c'est très doux et très puissant à la fois. Et je me souviens que quand j'avais montré quelques images de la séance qu'on a faite ensemble sur mes réseaux, beaucoup de gens m'ont dit « Ouais, mais t'es souvent en apnée, sous l'eau, etc. » Mais c'est pas du tout quelque chose qu'on ressent. On a l'impression que c'est comme si on reconnectait à une part de nous qui savait parfaitement en fait comment tenir sa respiration sous l'eau. Ça se fait de manière très intuitive. Et t'as cet art, je trouve, de nous plonger dans cet état-là. Alors bien sûr, la technique est pour quelque chose, mais t'as aussi cette qualité de présence, je trouve, en tant que praticien. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais qu'on puisse échanger un petit peu plus ensemble dans ce podcast. Alors justement, avant d'aller un peu plus dans les détails sur cette pratique, quelle est ton histoire ? Qu'est-ce qui t'a amené à ça ? Alors, résumer une histoire, c'est toujours un parti pris, un choix qui peut être très long. Ça dépend d'où on commence. Donc, elle a démarré de manière très aquatique pendant 9 mois. Non, mais peut-être pour être plus concret, moi, j'ai toujours eu un rapport particulier à l'eau, mais très simplement, c'est-à-dire le fait d'être bien dans l'eau. De pas avoir du mal à sortir de l'eau. Quand j'allais à la mer avec mes parents, j'étais toujours fourré dans l'eau, à observer la vie dans l'eau. Et mon père, en fait, m'a initié à l'apnée par la chasse sous-marine, en fait, tu vois, au départ, et je le suivais très jeune. Et j'ai eu le merveilleux de pouvoir être guidé par cet homme dans des moments très matinaux, tu vois, où on était dans l'eau au lever du jour. Donc des fois le soleil était même pas levé, et là on découvrait la vie. Mon père savait mettre de l'intensité là-dedans, et sans s'en rendre compte, il m'a amené progressivement à développer une forme
d'écoute et de présence, de vigilance. Et de découverte aussi de certaines peurs, d'appréhension, et tout ça dans un milieu aquatique, tu vois. Donc la chasse sous-marine par l'intermédiaire de mon père, et en fait, bon, après pour faire un résumé, parce que tout est toujours lié, mais disons que il y a deux pratiques en fait qui m'ont guidé, qui m'ont permis, j'allais dire, de m'aider à devenir juste qui je suis maintenant, enfin en tout cas de pouvoir partager certaines choses. C'est la pratique de l'aïkido, tu vois, qui est un art martial. Alors martial, voilà, ou pas. En tout cas, c'est une pratique issue du domaine martial, mais qui revendique une forme de paix avec l'autre, dans l'idée où l'autre devient non plus un agresseur, mais un partenaire qu'on va tenter de rencontrer comme il est, dans son agressivité, et peut-être que lui-même vient pointer chez nous ce qui est agressif. Et l'idée, c'est de passer du combat, finalement, à la rencontre, par une gestuelle très fluide, très aquatique, pour le coup, très dansée. J'ai pratiqué ça une 15aine d'années, avec des personnes aussi extraordinaires, parce que l'aïkido peut s'envisager aussi sous différents angles, soit de la self-défense, soit autre chose, et ça m'a beaucoup inspiré dans mes relations quotidiennes. Ça a mis une certaine fluidité, et ça m'a amené à voir tous les endroits où, et encore maintenant, cette pratique, j'allais dire, est active chez moi, où je suis victime, tu vois, je suis victime ou moi-même agresseur, et l'aïkido invite à sortir, en tout cas, de voir de ça, voir nos mécanismes, et à rentrer plus en une forme de responsabilité dans notre capacité à répondre à ce qui est là. Donc l'aïkido, et parallèlement la pratique de l'apnée, finalement, que je pratiquais par la chasse sous-marine un peu personnellement, mais en club, avec un club là dans le secteur de Montpellier, en fait sur 2 clubs pour être plus précis, et la pratique de l'apnée, mais du coup j'ai pu explorer ça quelques années en apnée statique, dynamique et en profondeur. Et ça m'a permis de réinvestir ce que je connaissais déjà, mais avec le partage d'autres personnes, finalement, d'autres enseignants. Et j'ai pu explorer, voilà, des dimensions profondes dans l'apnée statique, la dimension de la présence, de l'accueil total de ce qui est là, des informations sans en faire quoi que ce soit, des informations inconfortables du corps, mais de se sécuriser progressivement avec la sphère respiratoire, nos capacités de rétention d'air, non pas pour faire des records, mais pour uniquement peut-être y voir plus clair, tu vois, en soi, sur nos mécanismes de saisie, de résistance dès qu'il y a un inconfort dans le corps, comment le mental s'affole et provoque une envie de respirer rapidement, et on va le retrouver justement dans le Jiangsu. Alors, je ne sais pas si tu veux me poser une autre question, ou si je peux enchaîner peut-être sur comment le Jiangsu, voilà. Tu peux enchaîner, parce que j'ai fait de l'apnée, et je trouve que tu as mis des mots mais tellement justes sur ce qui se passe quand on fait de l'apnée, c'est tout à fait ça. Voilà, donc, merci pour ça. Effectivement, l'apnée, c'est une pratique de jeûne, en fait. C'est du jeûne respiratoire. Et le jeûne alimentaire, ou le jeûne quel qu'il soit, enfin, une expérience sensorielle qu'on se crée, nous amène à cultiver un peu cette rencontre avec soi quand on est confronté à nos limites, et cette fameuse loi de l'hormèse qui nous pousse à décaler des fois notre capacité adaptative, notre équilibre. Et l'apnée, pour le coup, c'est un jeûne respiratoire, et là, dans ce jeûne, l'inconfort, il arrive très vite. On peut pas se passer d'air très rapidement. On peut se passer d'eau, d'alimentation un petit peu, mais d'air, ça vient très vite. Donc le cerveau reptilien est très rapidement activé, la survie se manifeste. Et j'ai pris conscience, grâce à un entraîneur, un professeur que j'avais là, qui s'appelle Jeff Coulet, du coup, c'est peut-être qu'il écoutera ce podcast un jour, on lui enverra. qui du coup m'a fait prendre conscience de la différence entre l'envie de respirer et le besoin de respirer. Le besoin fondamental respiratoire, mais l'envie, alors c'est une façon de le dire, c'est sémantique, mais qui traduit simplement le désir rapide du mental de retrouver de la respiration dès qu'il sent un inconfort. Et on va voir que plus cet inconfort il est accueilli comme une information, très simplement, sans s'en extraire, sans se percher, plus l'inconfort finalement va se diminuer tranquillement, et on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc, en fait, il y a un effet de tranquillisation du système reptilien de survie qui s'opère petit à petit dans la douceur, non pas en se faisant violence, il faut que je reste longtemps, etc. Ça n'aurait aucun sens. Ça se fait vraiment dans la douceur, et il y a ce côté de je vais rencontrer mes limites et me rendre compte progressivement que ces limites, elles étaient d'abord mentales, sur une certaine représentation que j'avais de moi, de mes capacités, et ces limites vont se décaler d'elles-mêmes parce qu'on les a rencontrées, uniquement, qu'on les a senties,
qu'on n'a pas cherché à les dépasser. Et curieusement, dans cette honnêteté envers soi-même, hop, elle se décale. Et on est surpris très rapidement d'atteindre des temps en statique de 3, 4, 5 minutes, et tout ça dans une douceur extraordinaire. Donc, chemin faisant, moi là-dedans, il s'est avéré qu'un jour, après un stage d'apnée statique en eau chaude, je vois du coin de l'œil 2 personnes, tu vois, au bord du bassin, en train de s'entretenir, mais elles avaient un petit équipement, maillot et néoprène. Je lui dis, vont rentrer dans l'eau à un moment donné. Et puis nous, on termine le stage. Moi, je sors de l'eau, je range ma combinaison, tu vois, et ces 2 personnes qui étaient au bord du bassin rentrent dans l'eau. Et bon, je savais pas ce qu'elles faisaient là. Et à un moment donné, je me tourne et puis j'observe ce qui se passe. Et là, je vois démarrer je savais pas ce que c'était, quoi, cette espèce de balai aquatique où il y a une personne qui semble accompagner quelqu'un qui flotte dans l'eau, qui par moments va sous l'eau et dans une fluidité qui était juste extraordinaire à observer. Et tu vois, j'étais genre debout, la bouche un peu comme ça là. Peut-être que je bavais un petit peu à ce moment-là, je sais pas. Enfin voilà, j'étais vraiment étonné. Mais complètement, tu vois, fasciné, un coup de cœur, un truc, pouf, le temps s'est comme arrêté là. Et donc, je me tourne vers Jeff, mon entraîneur de l'époque, on me demandait ce que c'est, et il me dit, c'est une séance de Jiu-Jitsu. Lui-même découvrait depuis peu que c'était. Et je me rappelle qu'il me dit, j'ai jamais rencontré plus puissant, en fait. Lui en fait énormément d'apnée, bien sûr, de yoga, comme pratique pour faciliter un état de relaxation profond. Et donc là, voilà, le coup de cœur démarre là, et il s'avère que, au même moment, moi, je terminais un job de moniteur d'atelier, tu vois, dans le secteur médico-social, auprès de personnes en situation de handicap. Je sentais que c'était la fin de mon expérience là-bas, et donc je m'ouvrais vers autre chose, vers l'auto-entrepreneuriat que j'exerçais déjà à travers le métier de formateur. Bon, je ne veux pas forcément rentrer dans les détails pour inonder le podcast, mais voilà, et du coup, j'avais la place pourquoi pas aller vers le Jiu-Jitsu. Et une formation s'ouvre avec l'école française de Jiu-Jitsu, donc qui s'appelle Haut Jiu-Jitsu, et à Montpellier en plus. Voilà, l'école était un petit peu comme nomade à ce moment-là, et donc tout était vraiment parfait. Je décide de m'inscrire, et là aussi c'est un coup de cœur, quoi, vraiment total. J'immerge dans cette formation, j'ai un plaisir, je vois en fait le potentiel, et je vois les effets de résonance dans ce que décrit donc Stéphanie Vauté, qui est l'initiatrice du Jiu-Jitsu en France. Et je vois dans son discours les effets de résonance immédiats avec ce que j'ai pu rencontrer dans l'aïkido notamment, ou dans d'autres approches méditatives. Je suis passionné des approches de conscience, non duel, enfin tout ce qu'on classe un peu comme ça, dans tout ce qui approche par la présence, par l'écoute ici et maintenant. Dans son approche du Jiu-Jitsu, il y avait un effet de résonance qui était évident pour moi. Il y avait une évidence, et à la suite de la formation, je me suis dit, il fallait pouvoir, tu vois, pratiquer sur des personnes, du coup s'aguerrir là-dedans et intégrer la gestuelle. Et en fait, très rapidement, je suis devenu praticien professionnel, puisque différents partenaires, spa, etc., Thalasso m'ont ouvert leurs bras, et j'ai pu du coup proposer ce soin de façon professionnelle assez rapidement. Génial. Donc c'était il y a 3 ans, ça. Voilà, maintenant. D'accord. Et moi, je t'ai rencontré, par le plus grand des hasards, même si on sait qu'il n'existe pas. Là, en début d'année 2022, où j'ai pu, suite à un stage de yoga du son, connaître via un tel, au fur et à mesure, les contacts se sont faits. Puis on m'a parlé, on m'a dit, mais attends, mais il y a quelqu'un qui fait du Jiu-Jitsu là à Montpellier, va le voir. Et puis c'était génial parce que j'avais mon vol le mardi matin, et on a pu caler une séance ensemble lundi soir. Et c'est vrai que pour vraiment aimer, moi j'ai pratiqué l'apnée il y a 10 ans, je pratique plus aujourd'hui, mais je suis tombée amoureuse de cette pratique, parce que vraiment c'est la première fois que j'allais aussi profondément à l'intérieur de moi, et à l'époque j'avais pas encore expérimenté le jeûne qui dépassait 8 jours. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ta métaphore du jeûne respiratoire, c'est tout à fait ça, et le niveau de conscience, la connexion qu'on peut avoir avec soi-même, et ce calme en fait intérieur qu'on peut atteindre avec l'apnée était déjà pour moi quelque chose de fou. Et ce que j'ai trouvé assez dingue en fait, c'est que dans le Jiu-Jitsu, même si on n'a jamais fait d'apnée, on retrouve de manière
instinctive ces capacités-là. Et t'as mis le mot tout à l'heure dessus, t'as mis le mot douceur et t'as mis le mot accepter en fait aussi cette limite. Et puis en fait en essayant de pas la dépasser, mais juste en la regardant et en voyant ce qui se passe, mais en étant complètement détendu et dans cette douceur-là, ben en fait ça se passe. Et vraiment, je peux que inviter les personnes qui nous écoutent, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'ayez pas peur de ces phases d'apnée, parce que de toute façon, le praticien est là aussi pour vous sentir et vous guider et pas forcer les choses. Et en fait, on connecte vraiment quelque chose d'inconscient qui fait que tout se passe. Et est-ce qu'on pourrait approfondir cet état? Tu sais, des fois, on pourrait vraiment avoir la sensation de reconnecter à sa vie in utero, ou alors je pense que toi aussi, en tant que praticien, t'as dû voir pas mal de choses. Alors, je sais que pour moi, ça s'est passé avec beaucoup de douceur. Je pense que des fois, ça peut être plus difficile pour certaines personnes ou extrêmement, transcendant. Tu aurais quelques expériences à nous partager? Oui, ouais, absolument. Peut-être d'abord un éclairage sur le phénomène de présence et d'état dont tu parles. Que ce soit par l'apnée ou du coup avec le Jianzhou. L'idée pour moi, ce n'est pas, si tu veux, d'atteindre un état. Atteindre un état, ce serait, tu vois, recréer une forme d'objet sur un état, tu vois, avec des caractéristiques, il faudrait être calme, etc. Pour moi, c'est justement retrouver un état original. Et limite, j'oserais te dire, effectivement, on peut l'appeler un état de conscience modifié, mais pour moi, c'est retrouver un état de conscience originel, en fait. C'est-à-dire le fait d'être là, ici et maintenant, sans prise, sans jugement, sans commentaire, juste là, avec ce qui en fait nécessite une forme de désidentification un petit peu au niveau corporel, ce qui se passe dans l'eau d'ailleurs. Les limites corporelles sont comme un peu dissoutes, et ce qui m'empêche pas finalement de me sentir moi, mais moi avec un grand M. C'est-à-dire moi, pas dans mes limites habituelles et mes identifications au corps, à mon histoire, mes mémoires, moi je suis comme ça, tu comprends, et puis moi ci, moi ça. On va laisser apparaître progressivement d'abord tout ce qui n'est pas moi au sens majuscule entre guillemets du terme, et pour laisser progressivement la place à quelque chose d'un peu plus vaste, calme, et effectivement qu'on peut appeler un état, mais qui est pour moi l'état finalement originel. Tu vois, c'est un peu comme un élastique qui se tend, et à un moment donné, quand il se détend, poum, il revient à ce qu'il est, quoi, tu vois, naturellement. Et effectivement, quand on était dans la vie intra-utérine, le concept de moi-je, d'ego, n'existait pas encore. Cette construction-là n'est pas encore arrivée. Et du coup, il y a un phénomène d'unité en fait qui est vécu. Certains ont certains souvenirs. C'est rare, mais il y a des personnes qui vraiment ont comme un souvenir, soit sensoriel, soit visuel, soit où il y a des images. C'est assez étonnant. Et des fois, ces images sont reconvoquées dans une séance de Jianzhou. Il y a des gens qui ont des souvenirs un peu comme ça, sensoriels, auditifs, c'est assez particulier. Et dans cette matrice dans l'eau, effectivement, là, il n'y avait pas d'identification. Le corps était comme un. Il y avait cette notion d'unité. Et puis progressivement, soit dans cette matrice, soit probablement avant, moi je suis pas spécialiste du transgénérationnel, et au moment de la naissance, et puis après dans les premières années éducatives, disons, eh bien des mémoires sont apparues, des mémoires cristallisées dans le corps. Et curieusement, dans une séance de Jianzhou, l'eau étant chaude, le corps étant bougé dans tous les sens, c'est comme si certaines mémoires étaient reconvoquées, j'allais dire enfin, pour être tout simplement vécues. Le principe d'une mémoire cristallisée, tu sais, c'est un peu comme un sucre, tu vois, qui est cristallisé, tu vois, voilà, et tu le mets dans l'eau et il est invité à se dissoudre, quoi. Tout simplement. Juste, il se dissout. Et alors que quand il est cristallisé, peut-être que il y a des effets, de résistance chez nous qui maintiennent ces mémoires de façon un peu plus solide, on peut dire ça comme ça, qui font que dans le monde, dans la vie, dans mes relations, dans ce qui m'arrive, curieusement, si on a réussi à comprendre et à voir que rien n'est séparé, ce qui me revient comme expérience est souvent relié à ces mémoires qu'on pourrait dire émotionnelles, tu vois. Et dans le Jianzhou, du coup, pouf, des fois dans l'eau, parfaitement, elles sont reconvoquées, et ça peut se faire sous forme, tu sais pas pourquoi, de larmes qui sont là. Et il y a une telle invitation par l'eau et par ce qu'on essaye d'incarner, en tout cas d'offrir comme qualité d'écoute, non chargée d'attente, tu vois, thérapeutique, non invasive. Le Jianzhou, c'est vraiment un art non invasif. Il y a tellement une écoute ouverte que ces mémoires sont invitées à être là, elles sont invitées à ne pas être refoulées une nouvelle fois.
à ne pas être mise sous le tapis et à être vécue. Et des fois, effectivement, ce vécu n'est pas forcément confortable. C'est pour ça que j'ai du mal à parler de soins de bien-être, tu vois, dans le Janzu. Ah oui, bien sûr. C'est vraiment un soin d'être. Et dans être, eh ben, progressivement, quand on ose s'abandonner totalement à la présence qu'on est dans l'eau, eh bien, apparaît tout ce qui nous empêche de nous établir là. Donc, ces mémoires qu'on croit dangereuses pour nous. Tu sais, on a souvent entendu parler d'émotions négatives, de positives, de négatives. Moi, je travaille pas du tout comme ça. Pour moi, il y a aucune émotion négative, aucune émotion positive. Il y a juste une sensation pure qu'on a peut-être pour X raisons mis de côté ou refusé de sentir. Et du coup, tout doucement, et la sphère respiratoire dont tu parlais, les inquiétudes qui peuvent apparaître là-dessus sont pas anodines non plus, puisqu'effectivement, avoir passé 9 mois dans l'eau, même avec de l'eau plein les poumons, on a su ce que c'était. Et donc, sensoriellement, on le sait, il y a aucune raison. Et même, tu prends un bébé, tu le lances dans l'eau, t'as pas besoin de lui expliquer comment retenir sa respiration. Ça se fait tout seul. Donc, parce qu'il y a aucune identification, il y a aucun mécanisme de défense non fonctionnel. Nous, on a, suite à nos mémoires là, dont on s'est ressaisi psychiquement dans la sphère de l'ego, du mental, on s'est mis à défendre quelque chose. Non pas de manière fonctionnelle, c'est-à-dire utile, tu vois, je croise un lion, je marche au bord d'un précipice, il y a un objet qui m'arrive dans la figure, donc là il y aurait une défense entre guillemets, une adaptation fonctionnelle, une survie fonctionnelle. Nous les humains, ce qui en fait une partie de nos caractéristiques, c'est qu'on s'est mis à se défendre même quand on n'est pas attaqué réellement, c'est-à-dire défendre la sphère psychique. Donc on a nos besoins de respect, de reconnaissance, etc., d'identité, qui sont très importants, mais sur lesquels on s'est mis un peu en dépendance vis-à-vis de l'autre. Tu vois, c'est difficile de trouver une forme d'autonomie là-dedans. Et du coup, ça se traduit dans le corps et ça se voit dans l'eau très rapidement. On voit la sphère du contrôle, de la défense qui se met en place et qu'on va pas essayer de chasser. On va essayer juste de la vivre, de regarder ce mécanisme tout simplement. Et en fait, curieusement, ça se fait tout seul. Moins on cherche à vouloir changer les choses, honnêtement, je veux dire, plus ça change. C'est ça qui est fou. Mais je veux dire, c'est une démarche honnête. Parce que des fois, on peut dire, oui, je fais rien, mais il y a un but caché. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et ça me parle tellement parce que, notamment, j'avais un enseignant en yin yoga qui disait la magie, c'est que en ne faisant rien, donc le yin yoga, en l'occurrence, c'était vraiment tenir des postures d'étirement pendant 5 minutes où on ne bougeait pas. Et en fait, le fait d'aller faire cet étirement, au bout de 2-3 minutes, on commence à atteindre les fascias et donc on va commencer à atteindre les mémoires, les traumas, les choses comme ça qui se libèrent. Il disait la magie, c'est qu'en ne faisant rien, tout arrive, tout se passe. Donc je le traduis pas très bien parce qu'il le disait en anglais, et c'est tellement juste. Et je trouve que c'est ça pour beaucoup de choses. Et il y a une phrase que j'aime bien dire aussi, c'est quand on met de la tension sur l'intention, donc c'est-à-dire par exemple on peut avoir un but, mais du coup on comprime, on met de la tension dessus, ça bloque. Et les émotions, pareil, qui sont pour moi, c'est vraiment comme ça que je les perçois. C'est vraiment pour moi la meilleure manière de capter ce qui se passe dans ce champ informationnel qui nous entoure. Et des fois, il y a des émotions qui vont nous traverser. Et à partir du moment où on résiste, c'est là justement, comme tu le dis, à l'image du sucre, qu'elle se cristallise à l'intérieur de nous. Alors que si on acceptait en fait de les vivre et de les libérer, comme le fait un enfant naturellement, hein, 1 an, 2 ans, 3 ans, il est pas du tout là-dedans. Lui, quand il a envie de pleurer, il pleure. Quand il a envie de crier, il hurle. Du coup, tout se passe bien. Et c'est vrai que je trouve qu'avec le Janzu, on est vraiment dans une pratique thérapeutique qui permet de reconnecter, en tout cas qui aide à reconnecter à cette part-là qui permet de laisser aller en fait. Oui, et peut-être du coup pour donner de l'écho à ta question précédente sur un cas, tu vois, concret qui me vient et qui pour moi a été tellement encourageant et qui va illustrer tout ce qu'on vient de dire. C'est une dame, tu vois, qui vient me voir parce qu'elle adore l'eau. Elle est tellement bien dans l'eau, sauf que si elle n'a pas un contact physique, c'est-à-dire avoir pied ou avoir un bras sur un bord de bassin ou accroché à une bouée, un bateau, elle panique si elle n'a pas un contact dur, solide. Et elle m'explique qu'il y a une 40aine d'années en arrière, elle a été portée, tu sais comme on porte nos amis, qu'on les balance dans l'eau pour rigoler, et elle, ce moment-là, était terrible, elle savait pas nager, elle était lancée, je crois de mémoire, dans une rivière, dans un lac, l'eau était trouble, et là elle s'est vue noyer, on l'a sortie, et pouf, voilà, s'est installé un traumatisme, s'est installé une mémoire,
Alors peut-être qu'une mémoire qui était déjà là, hein, qui était aussi... parce que des fois, les traumas qu'on revit sont en lien avec quelque chose qui était déjà là et qui nous permettent de les revivre. Bon, qu'importe. En tout cas, c'était là. Et pendant une quarantaine d'années, elle a essayé tout un tas d'approches, etc. Et rien n'a fonctionné pour elle. Et là, elle arrive dans le bassin, elle m'explique son parcours. Et donc moi je lui explique mon approche, voilà, du Jianzhou, qui va consister à lui dire que si une panique arrive pendant le soin, eh bien peut-être on peut essayer pour la première fois de ne rien faire. Et peut-être on reviendra à cette notion de rien faire parce que parfois elle est sujette à confusion. Et donc moi je lui propose de rien faire. Elle me dit mais c'est-à-dire de rien faire. Je lui dis si la panique est là, ben soit vous avez le choix, vous faites comme d'habitude, on s'extrait de la panique. Donc vite, je vais retrouver un bord de bassin, je vais ouvrir les yeux, voire je vais sortir de l'eau. Je m'extrais du déclencheur qui provoque une peur. Soit je décide, j'ai perçu qu'il y avait suffisamment de sécurité en moi, et c'est tout là la qualité de pouvoir offrir de l'écoute, de la sécurité à la personne, de rester à cet endroit-là, de pas m'extraire de la panique et effectivement d'accepter de la sentir. Mais pour le personnage, pour l'ego, c'est impossible d'accepter et d'accueillir. C'est pas le personnage qui accueille, tu vois. C'est vraiment cette dimension de calme et de présence en soi qui fait que les choses sont accueillies. Tu vois, il n'y a pas d'effort pour accueillir. Sinon, il peut pas y avoir d'accueil. C'est un geste interne qu'on pourrait avoir, trop en parler, ça serait le conceptualiser. C'est quelque chose qui dit oui à l'intérieur, qui dit bon ben, ok. Ça se trouve, je crois que je vais mourir de cette panique, ben ok. Mais en fait, pas du tout. C'est absolument pas ce qui se passe, bien évidemment. La personne, du coup, pendant ce soin, vers la fin du soin, poum, la panique se déclenche. Elle ouvre les yeux. Elle a les pupilles noires dilatées totalement. Elle essaye de s'extraire de la situation puisque c'est son réflexe habituel. Neurologiquement, elle est programmée comme ça pour gérer cette panique. Et là, du coup, moi, je suis là pour lui dire, et si on restait là avec une certaine intensité, une certaine fermeté, et je la mets juste au bord du bassin dans l'eau, elle se rappelle de ce qu'on a dit avant, d'accord, de rien faire. Et là, moi, je l'invite à sentir, à me décrire où est-ce qu'elle est, cette panique. C'est quoi qu'elle appelle panique? Elle est où? Et là, elle met une main sur son plexus, tu vois, puis elle met une main sur sa gorge, puis elle met une main sur son cœur. Et elle se met à pleurer, elle se met à étouffer. Elle vit sa panique, elle s'en extrait pas. Elle vit corporellement la chose. Il n'y a plus de gestion, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de faire, elle est là. Ici et maintenant avec ce qui est là, c'est tout. Et ça a duré 30 secondes, franchement, 30 secondes, pas plus. À un moment donné, la respiration se calme, elle ouvre les yeux, elle m'a écarté des bras, elle m'a dit poussez-vous. Elle est allée nager dans l'eau. On en avait des frissons tous les deux, des larmes aux yeux, elle pleurait, elle criait, moi aussi. Et si tu veux, on criait, on chantait dans le... Ouais, non, j'exagère un peu, c'est pour le folklore de l'histoire. Mais effectivement, je me rappelle qu'elle poussait des cris, en tout cas de joie. Moi, j'étais émerveillé. Et en fait, j'ai réalisé, ça m'a aidé à remettre de la clarté aussi sur ce phénomène. Alors évidemment, toutes les séances ne se passent pas comme ça, hein, bien sûr. Bien sûr. Là, c'était typiquement le cas qui vient avec une phobie, tu vois, mais avec l'élan de essayer autre chose. Et du coup, elle a réalisé par elle-même, avec énormément de courage, que rester à l'endroit qui nous fait le plus peur, quand bien sûr, c'est pas, je parle pas là tu vois, je reprends l'exemple d'un lion ou d'un tigre qui est en face de toi, t'en as peur et tu fermes les yeux, tu fais rien, non, là tu vas te faire bouffer. Il s'agit pas de ça. Ou pas, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui se faisaient pas manger par des lions. On voit passer des vidéos qui remettent en question mon exemple. Du coup, elle a réalisé de manière autonome qu'elle pouvait se guérir elle-même de mémoire émotionnelle quand simplement je reste là. Ça paraît tellement simple à dire, qu'on est tellement habitué à avoir besoin d'un protocole compliqué, avec des étapes, avec des trucs compliqués, parce que peut-être derrière la notion de mérite, tu vois, j'ai réussi à me guérir au bout de temps. Tout à fait. Là, c'était dans la simplicité. Voilà. Écoute, pour te donner juste un exemple de libération émotionnelle, et effectivement, le fait de l'amener sous l'eau en apnée, eh bien, au bout d'un moment, ça a déclenché ça chez elle. Il y a eu cette revisite.
Voilà. Mais des fois, ça se fait, on sait pas ce qui se passe. Des fois, il y a des gens qui se mettent à pleurer, à rigoler, etc., à trembler. Il y a des phénomènes de tremblement du corps qui arrivent. Moi, je tremblais. Oui, je me souviens. toi, un petit peu. Je me souviens, c'était très très drôle parce que j'avais froid durant la séance, alors que quand la séance s'est terminée, j'étais super bien, j'avais plus froid. Donc, on a vraiment venu connecter aussi à des choses et je sentais que je tremblais. Et c'est en ça aussi que je trouve que alors. Il y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà, merci d'avoir dit d'avoir partagé cette vision aussi de la guérison, où je pense qu'il y a vraiment ce côté-là où des fois guérir ça se mérite et c'est dur et c'est des protocoles et il faut du temps et encore dernièrement j'ai animé une masterclass, on parlait de ça, je disais non mais sortez-vous ça de la tête en fait. On a énormément complexifié et le corps humain et les processus de guérison. Et alors oui, ça peut être plus ou moins long selon certaines personnes, mais ça peut être aussi extrêmement rapide et extrêmement simple. Et j'adore, parce qu'on en avait parlé suite à notre séance ensemble, tu nous avais parlé justement de cette de cette méthode, si je puis dire, ou tout simplement de regarder ce qui se passe. Quand je suis en panique, quand je suis mal, quand j'ai peur, quand je souffre, au lieu d'y résister, qu'est-ce qui se passe si j'observe? Et très souvent, ça lâche en fait, tout simplement. Donc ça déjà, je trouve que c'est vraiment ultra ultra précieux et merci pour ça. Oui, et c'est une façon aussi, de lâcher prise typiquement sur le fait de vouloir autre chose que ce qui est là maintenant. Effectivement, dans la vie, on vit pas que. Il y avait un auteur qui parlait comme ça. La vie, c'est les pétales de rose et les épines. Eh bien, on vit des choses épineuses en soi. Et la question qui est posée et qu'on peut voir dans le Jianzhou, c'est quelle relation j'ai avec ça. Tu vois, il s'agit pas de juger ce qui est là. Quelle relation en moi j'ai avec ça. Et quand tout à l'heure je disais les choses sont simples pour guérir, bien évidemment, il y a des choses il y a des temporalités pour d'autres personnes, selon les pathologies, etc., qui vont prendre du temps, voire qui vont pas se guérir. Enfin, il y a un endroit de lâcher prise, en fait, où il y a un endroit où on n'a pas la main. C'est comme si le personnage, entre guillemets, n'avait pas la main. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est être là avec ce qui est. Ça, c'est totalement possible, tu vois. Et j'ai une phrase qui me vient, c'est mon ancien enseignant d'aïkido, qui disait, on peut pas faire de miracles, mais on peut faire en sorte qu'ils arrivent. Et j'aimais bien ça, en fait, si tu veux, tu vois, j'ai pas le pouvoir de faire des miracles, mais par contre, de les réunir une forme de conditions et après de lâcher prise, peut-être que là, avec quelque chose, peut paraître miraculeux. C'est ça. Ouais. Oui, ça me fait penser à l'épigénétique d'ailleurs. On peut avoir notre génétique de base, mais en fin de compte, l'épigénétique, c'est 80% du résultat. Et on peut, nous, choisir dans quel environnement on va être, quelle relation on va nourrir, quelle alimentation on va avoir, etc., etc., pour créer le miracle, si je puis dire. Donc, je trouve ça chouette. Et cette histoire, cet exemple que tu nous as partagé, merci encore pour ça, ça me fait vraiment penser aussi à cette approche holistique qu'il y a alors quasiment dans toute thérapie, il y a quelque chose d'holistique, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup ressenti aussi avec toi, avec le Jianzhou, parce que à la fois je sentais mon corps, je sentais ses crispations, je sentais que des fois mon bassin était verrouillé, je sentais les tremblements, mais en même temps je passais par des émotions magnifiques. Et en même temps, il y avait ce mental qui parfois était complètement off et qui parfois, il y avait plein de pensées qui venaient. Et puis des fois, il y a vraiment quelque chose de très profond où tu touches à quelque chose qui est de l'ordre du divin. Et cette approche extrêmement holistique qu'on vit en 30 minutes dans un bassin, j'ai trouvé ça vraiment fou. Et je me demandais, toi, comment est-ce que tu mets d'autres mots, tu vois, sur cette approche holistique? Est-ce que tu te rends compte que des fois, c'est plus certains plans de l'humain ou est-ce que c'est toujours un mélange de tout? Comment tu le vis, toi, en tant que praticien? Ouais, merci pour cette question. Ça va permettre d'apporter de l'éclairage, mais déjà pour moi, parce que l'exercice de parler de ce qu'on fait et de son approche, c'est toujours éclairant pour soi. Et si ça peut éclairer pour d'autres personnes, tant mieux. Alors, pour moi, les plans dont on parle, tu vois, physique, émotionnel, mental, pourquoi pas d'autres plans, mais déjà ces trois. Pour moi, c'est une façon pédagogique, en fait, moi, quand je parle comme ça, de séparer, tu vois, les choses. Pour moi, ces plans-là sont imbriqués. Si tu fais l'autopsie d'un corps humain, tu vas pas voir le plan émotionnel, le plan mental, etc. C'est un. Tout ça, c'est une forme d'énergie, on peut dire ça comme ça. Tout ça, c'est un. Mais pour y voir plus clair, on a besoin parfois de structurer les choses. Et donc, effectivement, moi, quand je suis avec un corps, je suis d'abord avec un corps physique. Et ce corps physique, dans sa façon de réagir aux mouvements qu'on fait dans l'eau, soit de ne pas réagir pour le coup, d'être totalement libre, sans résistance, eh bien, je vois que ça signe que sur les plans mental et émotionnel, il y a de la liberté, j'allais dire.
il y a la personne n'est pas installée dans une façon, dans un rapport au monde contrôlant sur la défensive. On voit que déjà les choses il y a une certaine fluidité, disons, dans le rapport au monde. On voit qu'au niveau du plan émotionnel, en tout cas pour les choses qui seraient révélées par l'eau, eh bien, il n'y a pas forcément grand-chose à révéler. Et c'est d'ailleurs, je ne sais pas si c'est souvent comme ça serait bête de le dire comme ça, mais ça m'arrive, assez régulièrement d'avoir des personnes qui sont tout de suite dans une forme de fluidité, tu vois, immédiatement. C'est ainsi. Donc, juste pour l'imbrication de ces corps-là, et moi, les renseignements que j'ai par le corps physique m'informent sur ce qui peut se passer effectivement sur les autres plans, bien que tout ceci ne soit pas séparé. Mais pour donner encore de la perspective à ça, le corps physique, mental, émotionnel, tout ça, ça apparaît dans une conscience. Quand on est dans le Janzu, il y a dans une séance le fait que l'eau soit chaude et que l'eau, au niveau de son côté englobant, de ce côté contenant, vient faire perdre un peu les limites habituelles corporelles. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a un effet de désidentification, sans qu'on s'en aperçoive, qui peut apparaître. C'est-à-dire, à un moment donné, je réalise que, voilà, je suis, juste une écoute, voilà, peut-être on peut dire comme ça, une présence, quelque chose qui est là et qui voit apparaître là-dedans des sensations. Tiens, peut-être que ça c'était mon pied, ça c'était ma main. Tiens, là je sens une tension à cet endroit-là. Ah oui, si le schéma corporel revient un peu sur le plan mental, ah oui, c'est l'épaule, etc. Mais plus en fait je vais m'abandonner à cet exercice, plus je vois que il y a qu'une présence en fait qui est là. Cette fameuse présence dont on parle beaucoup de tradition, conscience, présence, et qu'on essaye parfois d'aller toucher avec la méditation, j'y vois à cet endroit-là une possibilité de discernement, si tu veux, par l'exercice du Janzu, entre ce qui bouge, ce qu'on dit dans la méditation, les objets, c'est-à-dire mon corps, les émotions, les sensations, mais après si on extrapole, les objets du monde, tout ce qu'on peut observer. Et ces objets par nature sont éphémères. Ils ont un début, une fin, ils bougent. Et de discerner de ce qui ne bouge pas dans l'expérience. Et ce qui ne bouge pas, c'est ce dans quoi ces objets apparaissent. Un des objets, un beau symbole, tu vois, c'est avec la musique bien sûr et le son. Le son, il apparaît dans le silence. Il peut pas apparaître sans silence. Un trait, il apparaît sur une feuille de papier, immobile. Tout dans la nature, tout dans ce qu'on fait nous rappelle à cette sorte d'ordre qu'il y a ce qui est permanent et ce qui est impermanent. Et dans le Janzu, c'est comme si dans cet état de présence, de conscience, comme je te disais tout à l'heure, un peu originel et réinvesti, on peut dire comme ça, comme retrouvé, reconnecté, pourquoi pas, on peut s'apercevoir que c'est ça ma véritable nature, entre guillemets. Que l'autre, la nature des objets, de mon corps, de mes identifications, n'est pas une fausse nature, ça en est simplement une expression. C'est l'expression de mon silence, on peut dire comme ça, de la conscience que je suis. Et en fait, là est toute la sécurité du monde qu'on cherche, le calme qu'on cherche partout dans les objets, justement, dans ma future compagne, mon futur compagnon, ma future voiture, ma future maison, mon futur lieu, ma future pratique, mon futur soin. Là, tous ces objets. Derrière, il y a un appel à retrouver ce qui est déjà là, ce que toutes les traditions nous disent. Ce que tu cherches à l'extérieur est déjà là. Mais des fois, on comprend pas bien ce truc-là. Et ce qui est déjà là, c'est juste la dimension de être, quoi, tout simplement. Et malheureusement, trop en parler, justement, des fois, ça nous éloigne un peu du sujet profond, mais c'est pas grave, on est humain, on a besoin de parler. En fait, bien sûr. Et parfois, il faut un peu mentaliser les choses et les comprendre pour du coup aussi donner l'impulsion d'aller expérimenter. Donc, absolument. Il y a rien qui est rejeté. Voilà, je suis pas en train de dire, bien sûr, le mental c'est pas bien. Non, pas du tout. À l'endroit de la présence, il y a plus de morale, il y a plus de bien mal. Il y a juste ce qui est là. Et du coup, peut-être cette notion, tu sais ce qu'on disait tout à l'heure, de faire, de non faire. Quand on parle de non agir ou de non faire, souvent, après, quand on extrapole à nos activités du quotidien, surtout dans des périodes où il y a des conflits, on vient tout de suite sur nos automatismes. À ce moment-là, on fait rien, on fait plus rien. C'est pas ça. On confond l'action avec une sphère plus interne. Quand on parle de non-action, de non-agir sur, donc par exemple dans le cadre d'un saut, parce que c'est notre sujet dans le Janzu, c'est le fait d'être intimement d'accord avec ce qui est là en termes de sensations,
de ce que les choses me font vivre. Et donc du coup, d'être en accord avec ce qui est là, même à l'extérieur de moi, dans ce que j'observe du monde et qui vient me confronter, puisque c'est là. De toute façon, c'est là. Donc déjà, m'y opposer, ça va pas être constructif. Donc il y a une forme d'acceptation, ce qui va pas dire que je vais, selon mes aspirations, mes élans, peut-être certains vont être actifs, acteurs, militants, mais autant discerner d'où ça part. Est-ce que ça part d'une certaine paix, sans attente, mais parce que moi ça me met en joie d'aller dans l'action, et d'autres ça va être juste de pas aller dans l'action. Le non-agir, le non-faire, c'est dont on parle, c'est plus intimement. Et le Zhuangzi nous amène progressivement à réaliser ça. Quand on arrive à se laisser porter comme une algue, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais je vous avais parlé de cet exemple-là. Pour moi, c'est le meilleur exemple. L'algue, elle est dans l'océan. Ça l'empêche pas d'être une algue à part entière, mais elle est complètement unie au mouvement de l'océan. Il n'y a pas une part d'elle qui dit ouais, non, moi aujourd'hui j'ai envie d'aller à gauche. Non. Ça l'empêche pas d'être une algue, mais elle a compris qu'elle était un avec le mouvement de la vie. L'océan n'a pas de pouvoir sur elle. Il y a pas de notion de pouvoir. C'est juste la vie va par là, puis par là, puis par là. Mais si l'algue se met à s'identifier à être non, moi je suis une algue, j'ai une histoire, j'ai démarré sur ce rocher dans ma vie, puis un jour il y a un courant qui m'a emmené, une vague qui m'a amené là, maintenant je suis sur ce rocher beaucoup plus grand, voilà. J'ai pas envie de... Bon, bref. Tu vois, elle va commencer à se raconter une histoire. Et elle va oublier que, en fait, c'est la vie qui l'a amenée là, tout simplement, et qu'elle est elle-même la vie, et que, bon, tout ceci est bien mystérieux, et elle est totalement dans le lâcher-prise, l'algue. Et dans le Zhuangzi, on peut progressivement, s'abandonner, progressivement à trouver cet état de, reconvoquer cette nature en soi de, je m'abandonne complètement au flot de la vie, tout simplement. Et là est ma sécurité. Parce que je suis présent là. Je suis pas victime de la vie. Je suis pas victime de ce mouvement. C'est, du coup, comme je suis présent, je suis plus adapté. Tu sais, j'aime bien prendre l'exemple des animaux. Les animaux, ils sont détendus. S'ils étaient tendus en résistance, c'est difficile de s'adapter. Donc nos mécanismes de contrôle de résistance, ils peuvent avoir une sorte d'efficacité apparente, temporaire, rapide, mais sur le long terme, pas forcément, puisqu'on vit dans un état d'insécurité fatigant en permanence, qui nous amène souvent au burn-out, dépression, etc., etc. Merci pour ça, merci Jérôme, c'est tellement précieux et c'est tellement, comme tu le dis, c'est ce qu'on nous enseigne depuis la nuit des temps. Quand j'ai fait Vipassana, j'avais fait une petite vidéo là-dessus. On apprenait vraiment à être dans cet état de présence et dans cette acceptation. Et c'est vrai que je mets la place de certains auditeurs pour qui peut-être tout ça est un peu nouveau ou qu'en tout cas ça n'a jamais été expérimenté. Ça peut être difficile de comprendre où est l'équilibre entre le lâcher prise, l'acceptation de ce qui est, et puis le fait de faire, de réaliser ce qu'on veut, d'avoir des objectifs, etc. Mais tout est possible. Mais l'idée, et j'ai bien aimé, en fait, tu disais, c'est une acceptation et c'est une présence d'être, mais intime. C'est ça, en fait. Ça se passe à l'intérieur de soi, c'est-à-dire d'accepter ce qui est, d'accepter ce qui émerge, d'accepter ce que la vie m'amène, ne pas être dans cette résistance-là, en tout cas essayer de ne pas l'être, de prendre ce temps de recul pour pouvoir prendre des décisions qui sont plus justes, pour pouvoir prendre des directions qui sont plus justes et qui sont pas des décisions prises parce qu'on résiste à quelque chose ou qu'on veut éviter quelque chose, mais qui sont des décisions parce qu'on accepte de vivre ce qu'il y a à vivre, de transmuter ce qu'il y a à transmuter et du coup d'avoir une vie qui est plus alignée avec ce qu'on est amené à devoir faire, que ce soit soufflé par notre soi divin, notre âme, peu importe comment on l'appelle. Ouais, bien sûr. Et du coup, désencombrer des attentes. En fait, comme tu disais, des objectifs. Magnifique d'avoir des objectifs. Un objectif, ça t'amène là. Mais si tu es attaché à la réalisation de cet objectif, c'est qu'il y a une peur. C'est-à-dire que si l'objectif n'est pas atteint, alors quoi? Donc, l'objectif, magnifique, c'est s'il est, au service d'un élan. Et dans l'instant, on dit que l'objectif, c'est le chemin. Dans l'instant, tu vas vers ça, mais avec une forme de détachement. Donc du coup, il y a rien qui s'oppose. Si tu veux avoir des objectifs, c'est merveilleux. Par contre, ça reste à discerner. Si on y va avec une tension, c'est-à-dire si j'y arrive pas, et quoi, ou si j'y vais juste parce que j'aime. Mais tout simplement, tout j'aime faire ça, j'y vais. Et peut-être qu'une météorite va s'écraser entre temps et que oui, on sait pas. C'est le lâcher. Tu vois, c'est je sais pas. C'est accepter ce je sais pas. Accepter aussi l'insécurité, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et là, le corps peut enfin se détendre. Tout simplement.
Donc bon, on a vraiment extrapolé, tu vois, on est parti du Janzu, mais c'est vrai magnifique, c'est magnifique. Et je pense que justement, cette métaphore de l'algue, elle est géniale parce que l'algue, elle a son pourquoi, elle a son rôle. Et Dieu sait à quel point c'est important. On le voit aujourd'hui, hein, avec les conséquences climatiques que ça a sur les algues, les dérèglements et tout ce petites comme elles sont, dans cette acceptation du flot de la vie et de l'océan comme elles ont leur pourquoi. Et en fait, c'est une superbe image aussi. Et ce que j'avais vraiment envie de vous partager dans ce podcast, c'est que le Janzu nous aide à reconnecter à cet état-là. Et c'est vraiment ce que j'ai pu vivre dans ma chair. Et j'ai eu un immense plaisir de vivre avec toi, Jérôme, parce que tu as vraiment été un super accompagnant. Et puis bon, aussi en parlant avec toi, je voyais qu'aussi dans tes valeurs et dans ta qualité d'être, on trouve pas ça chez tous les praticiens. Donc vraiment, merci d'avoir pu partager ta sagesse, ton expérience, et puis de t'être écouté pour suivre ce que la vie t'invitait à faire avec le Janzu, parce que c'est clair que c'est une pratique dont on a besoin, et j'ose espérer que ça va inciter quelques personnes peut-être à aller expérimenter ça. Parce qu'après tout, on peut parler autant qu'on veut, c'est par l'expérimentation qu'on peut se faire son propre avis sur les choses. C'est sûr, merci vraiment, merci pour ce retour très touché. Et oui, écoute, je suis ouvert à toute nouvelle rencontre de gens qui sont appelés à découvrir dans l'eau, si ça leur parle. Bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, s'il y a un appel dans l'eau, voilà, moi je suis du côté de Montpellier, mais il y a d'autres praticiens aussi en Janzu sur la planète. Il y en a en France, vous pouvez en rencontrer sur le site de janzu.fr. Oui, et puis ton site également que je voulais partager. Donc, comme tu le disais, il y a l'école O Janzu, donc O. Et puis Janzu, ça s'écrit Janzu, mais de toute façon, je vous mettrai le lien en descriptif du podcast. Et puis ton site, c'est O Contact. Et d'ailleurs, c'est aussi ton nom sur Instagram, donc O comme l'eau, E-A-U, Contact, comme ça se prononce, CONTACT.fr. Et là, on retrouve ton site qui est extrêmement clair. On retrouve ton parcours, on retrouve ce que tu fais. Il y a même une vidéo où on voit quelqu'un faire du Janzu. Donc voilà, si vous voulez retrouver Jérôme, vous avez toutes les infos, puis bien sûr, vous avez les liens dans cet épisode de podcast. Ouais, merci. Prochainement, ce site sera revisité du coup parce que mes activités s'ouvrent un peu sur le champ du massage aussi sur table, dans l'idée d'avoir toujours quelque chose de fluide et d'aquatique, dans la création d'ateliers aussi de méditation dans l'eau. Et donc voilà, ce site internet va bouger un petit peu. Voilà. Super concept. Et puis je dis ça, je dis rien. On va avoir le plaisir de collaborer ensemble avec Jérôme, parce que pour certaines de mes retraites, on va pouvoir t'accueillir, Jérôme, et proposer aussi le Janzu aux participants. Donc j'ai très 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 hâte de ça aussi. Et la question qui me venait aussi, et j'aimerais bien qu'on termine là-dessus. Tu sais, on a tous, on est tous en chemin pour travailler sur soi, pour être plus heureux, pour être plus en santé, pour retrouver plus d'équilibre dans sa vie, pour y mettre plus d'harmonie, pourquoi pas. On chemine tous. Et je me demandais, toi, aujourd'hui, avec tout ce que tu as pu déjà pratiquer, expérimenter pour toi, pour ton bien-être, pour ton évolution, où est-ce que tu en es? C'est-à-dire, quels sont aujourd'hui les outils qui t'aident au quotidien? Est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que c'est de danser avec ton tambour? Est-ce que c'est de te balader en nature? C'est quoi tes petits outils, tes petits secrets pour reconnecter, tu vois, cette part de toi? Oui. Écoute, j'en ai plusieurs, mais je dirais, pour répondre à la question où j'en suis, je dirais vraiment, j'en suis maintenant. Et je pense que c'est vraiment important parce que de le ponctuer, c'est impossible, c'est toujours un parti pris de dire, moi j'en suis là, mais bon, voilà, c'est une réponse qui me concerne, mais vraiment j'en suis là maintenant, tu vois, avec toi. Et là où j'en suis et éventuellement les outils, les petits trucs, c'est de me rappeler quand je vis un inconfort, que l'inconfort vient toujours me questionner, donc me questionner sur mon rapport au monde, mon rapport à l'autre, l'autre qui va m'agacer, l'autre qui va m'interpeller, et d'avoir ce que je peux dire, c'est que maintenant j'ai cette forme entre guillemets de mémoire qui me rappelle dans l'instant ou peu de temps après que j'ai quelque chose juste à sentir et à voir. Et ce qui m'aide pour ça, c'est soit spontanément d'aller m'asseoir dans un coin, de fermer les yeux, en fermant les yeux très simplement, sans attitude sérieuse, encore une fois. Ça me coupe des objets du monde, donc d'être plus attentif et à l'écoute de mes moments, s'ils sont inconfortables par exemple. Ça peut être effectivement dans la marche, j'aime beaucoup aller marcher avec mon chien, tout simplement, encore une fois. Mais je vais te dire, ce qui me fait le plus de bien, moi, c'est d'aller dans l'eau et d'accompagner quelqu'un. Et en fait, écouter quelqu'un,
J'avais appris ça, tu sais, lors de nombreuses formations en communication non violente. Le fait d'être à l'écoute, tout simplement. Pas d'écouter de manière active, donner des conseils, trouver des solutions. Non, être là. Eh bien ça, immédiatement, ça me reconnecte au calme en moi et au plaisir d'être vivant, tout simplement, tu vois. Écouter quelqu'un. Si j'ai vraiment un conseil à donner à quelqu'un, c'est peut-être ça, c'est quand quelqu'un vous parle, écoutez-le. Juste ça. Sans réfléchir à la réponse que tu voudrais lui donner, mais juste dans cette écoute. Une écoute réelle, une écoute juste là, voilà. Et d'être attentif à ce qui se vit en soi. Quand on écoute quelqu'un, il y a plein de pensées, on a de regarder nos mécanismes avec beaucoup d'amour aussi, mais progressivement de s'établir dans une écoute, voilà. C'est vrai qu'on apprend beaucoup sur soi en étant dans cette écoute, en voyant ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment tout de suite le mental commence à avoir des pensées, des choses, on peut même avoir des sensations ou voir des jugements, et c'est un super exercice. Ouais, super exercice. Écoutez. Merci Jérôme. Merci Lisa, merci infiniment. Alors après t'avoir écouté, écoutons-nous, écoutons les autres en pleine présence. J'aurai l'immense plaisir de te revoir bientôt. Et puis comme je vous le disais, mes chers auditeurs, si vous voulez retrouver Jérôme, aucontact.fr, vous pouvez cliquer sur le lien en descriptif de cet épisode. Et puis d'ici le prochain, je vous souhaite comme d'habitude, prendre bien soin de vous. Jérôme, prends bien soin de toi et merci encore. Merci Lisa. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, et si mon podcast vous permet d'opérer des changements pour votre santé, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et pour le diffuser auprès de vos proches, car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram Lisa Salis Life, tout attaché, ou sur mon site nutritionénergétique.com. Alors à très vite et comme toujours, prenez bien soin de vous.